Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, et pour parler d'Homo sapiens, j'ai la joie de recevoir Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez la chaire de paléoanthropologie, ou plus exactement, jeudi prochain, vous ferez votre leçon inaugurale intitulée Homo sapiens, une espèce invasive. Vous êtes directeur du département évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste. Vous êtes intéressé de très près à l'apparition de sapiens, mais aussi à la disparition de Néandertal et à d'autres groupes, comme par exemple le Denisovien. On vous doit des découvertes majeures dans ce domaine, notamment le plus ancien représentant connu de notre espèce au Maroc, étudié à une période durant laquelle l'homme moderne cohabitait avec d'autres homos. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir tout d'abord, Jean-Jacques Hublin, que vous nous présentiez ces différentes espèces, que vous nous donniez leur carte d'identité et que vous nous expliquiez un peu en quoi notre connaissance d'Homo sapiens et donc de ses cousins plus ou moins éloignés avec qui nous étions ou pas interféconds, eh bien tout cela a été bouleversé, notamment grâce à vous. Peut-être que l'on pourrait débuter par une rapide carte d'identité d'Homo sapiens. Alors, Homo sapiens, évidemment, c'est une espèce qui nous est très familière. C'est la seule espèce humaine qui existe sur Terre aujourd'hui. Cette situation nous paraît tout à fait normale, si je peux dire. Les hommes se voient comme des créatures exceptionnelles, totalement souvent séparées du reste du monde vivant. En réalité, si on remonte pas très loin dans le temps, c'est-à-dire au-delà de 40 ou 50 000 ans, on me dirait c'est long, mais au regard des 7 millions d'années d'évolution des hominines, c'est hier. Mais en fait, le paysage est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces d'hominines qui se partagent la planète. Et eh bien, Homo sapiens, c'est une espèce parmi d'autres, et c'est une espèce africaine. Et donc, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, elle va évoluer et finir par sortir d'Afrique, d'ailleurs, je dirais progressivement, en plusieurs étapes, et finalement remplacer, absorber tous ces autres groupes. Et c'est probablement, l'événement le plus important au cours de l'évolution humaine, tout court peut-être, en tout cas du dernier million d'années. Et dans le fond, c'est peut-être la question la plus intéressante et la plus complexe à résoudre du pourquoi et du comment de ce grand remplacement. Mais alors, pour fixer l'échelle de temps, vous avez parlé de 7 millions d'années. Homo sapiens, c'est une apparition il y a 300 000 ans. Alors, on sait que la divergence entre tous ces groupes, Néandertal, Denisoviens, Sapiens, ça se situe autour du demi-million d'années. Les spécimens les plus anciens d'Homo sapiens qu'on connaisse aujourd'hui sont ceux qu'on a découverts au Maroc. Alors, que vous avez découvert. Oui. Il faut le dire. Pas tout seul, avec une équipe et des collègues marocains. Donc, ces formes-là, elles ont à peu près 300 000 ans, un petit peu plus. Voilà. Et là, il y a 300 000 ans, c'était des hommes comme vous et moi ? Non. Alors ça aussi, c'est un des résultats très importants de ces travaux, c'est-à-dire que nous avons montré d'abord que notre espèce était plus ancienne que ce qu'on croyait. Uh-huh. Ensuite, que contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, elle n'était pas apparue dans une sorte de jardin d'Éden, c'est le terme qui était utilisé quelque part en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. C'était donc une émergence panafricaine, si je peux dire. Mais aussi que ça n'était pas non plus une émergence adamique, pour reprendre un autre terme biblique, mais au contraire une émergence assez progressive. Donc les formes d'il y a 300 000 ans, elles ont une face comme celle de quelqu'un qu'on pourrait croiser aujourd'hui dans les rues de Paris, quand même plus robuste. Mais à côté plus robuste, plus petit. Ah non, pas plus petit, mais une face très robuste avec des Je pensais qu'on avait gagné en taille au fur et à mesure de l'évolution et suite à nos modes d'alimentation, Jean-Jacques Hublin. Non, on a gagné en taille au cours des derniers siècles. Mais avant, on avait perdu pas mal. D'accord. Donc non, en taille, on est toujours dans des formats à peu près identiques. Oui, ces formes anciennes, elles ont des caractères encore assez primitifs. Par exemple, on sait qu'au cours de ces 300 000 ans, notre cerveau a considérablement évolué.
C'est-à-dire, donc, sa taille a gagné donc, en importance, et est-ce qu'il y a un lien presque automatique entre la taille du cerveau et les capacités cognitives de l'espèce, Jean-Jacques Hublin? Bah, pas vraiment. C'est-à-dire que ce qu'on observe chez tous ces groupes, Néandertal, Denisoviens, Sapiens, c'est sur la longue durée une tendance à avoir des cerveaux de plus en plus gros. Et on a des Néandertaliens avec des cerveaux assez énormes, même par rapport aux standards actuels, hein. Mais le cerveau, c'est un organe qui coûte cher. Sur le plan énergétique, il consomme à peu près 10 fois plus que le reste des tissus du corps en moyenne. Et les sapiens ont, si je peux dire, suivi une voie un peu différente, c'est-à-dire que le frein a été mis sur l'accroissement de taille au cours de ces 300 000 ans, mais il y a une réorganisation, probablement une augmentation de la connectivité du cerveau qui, dans le fond, permet, peut-être avec un coût modéré, si je peux dire, d'augmenter encore ses capacités. Vous êtes en train de dire que sur le plan budgétaire, ce n'est pas nécessairement une bonne opération d'avoir un gros cerveau. Un Néandertal qui vit dans un climat froid, un mâle de grande taille, on a pu estimer sa consommation énergétique journalière. Enfin, on a modélisé ça. Alors, c'est quelque part entre 4000 et 5000 kilocalories par jour. Vous savez qu'on vous recommande de ne pas absorber plus que 2000, hein. Enfin, beaucoup plus que 2000. Donc, ces montants énergétiques, c'est ce qu'un coureur du Tour de France consomme. Oui, donc c'est considérable, ça n'est pas du tout économique. Voilà, mais le Tour de France, ça ne dure pas toute l'année, hein. Donc, ces Néandertaliens, oui, ils ont besoin d'extraire de l'énergie, de la nature, énormément d'énergie. Mais alors, malgré tout, si l'on aboutissait à cette taille de cerveau, c'est qu'ils en avaient l'usage, même si leur capacité cognitive était peut-être différente de nous. À quoi leur servait ce cerveau, Jean-Jacques Hublin ? C'est-à-dire que les hominines, en général, ont suivi une voie évolutive qui est celle de la technologie, de la complexité sociale, et puis au-delà de ça, de la modification de l'environnement. Alors au départ, c'est une modification à courte échelle, hein, c'est le vêtement, c'est l'habitat, c'est le feu. Mais les hommes construisent leur environnement, et c'est ce qui a fait leur succès évolutif. Alors, les sapiens, pour ce qui est de modifier leur environnement, ils ont fait très fort, hein. Donc, et d'ailleurs, ils continuent, hein. Oui, on en parle effectivement quotidiennement de leurs œuvres, Jean-Jacques Hublin, mais ces premiers travaux de Sapiens, ils consistent à quoi? Manier des outils, manier le langage, construire des organisations sociales? Oui, mais encore une fois, hein, toutes ces formes, les Néandertals aussi, sont engagés un peu dans cette même voie. Alors, ce qu'on observe en Afrique, alors pas il y a 300 000 ans, hein, mais disons au cours des derniers 150 000 ans, on voit quand même des signes d'une complexification, en particulier sociale. C'est pas seulement technique, hein, qui est marquée notamment par la multiplication par exemple, d'objets de parure, qui sont, on le sait, hein, des objets qui servent à des échanges, qui servent aussi à marquer le statut social des individus ou l'identité des groupes. Et ça se passe dans ce monde africain à une échelle beaucoup plus grande que ce qu'on observe en Eurasie chez les Néandertals. Ça existe aussi, mais c'est un peu anecdotique. Alors que là, on voit une sorte d'accélération de ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a une stratification sociale, on a a priori une société que l'on pourrait qualifier de complexe. Je ne sais pas si vous reprendriez le mot, Jean-Jacques Hublin. Oui, alors il y a d'autres aspects, alors justement de l'évolution du cerveau, aussi même de l'évolution morphologique des hommes, qui fait penser qu'on a, le terme a été souvent utilisé, une forme d'autodomestication de l'espèce. C'est-à-dire, dans le fond, la victoire de la prosocialité sur d'autres traits comportementaux. Et enfin, personnellement, je pense que nous sommes allés un peu plus vite et un peu plus loin dans cette direction que d'autres groupes. Et c'est peut-être ce qui explique à la fin
le remplacement de ces autres groupes. La station debout, elle débute quand? Ah, ça, c'est beaucoup plus ancien. Et ça veut dire que, donc, avec Homo sapiens, on a affaire à un chasseur-cueilleur qui utilise la station debout notamment pour courir après ses proies. Oui, mais ça, c'est très vieux. Ça, on peut remonter il y a 2 millions d'années. Et on a déjà des hominines qui, justement, sont des coureurs de fond, si je peux dire. Hein. C'est un trait humain qui existe toujours aujourd'hui, hein, la capacité des hommes à la course d'endurance. On ne court pas très vite, mais on peut courir un marathon. Il y a même des gens qui courent des super marathons. Et ça, on pense que c'est probablement la technique la plus ancienne qui a été utilisée pour chasser. Donc c'est une spécialisation de l'espèce, une spécialisation qui lui permettait, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, de trouver de la nourriture, beaucoup de nourriture pour réussir donc à nourrir cette machinerie qui absorbait beaucoup de calories c'est peut-être une mauvaise affaire, en tout cas c'est ce que d'aucuns racontent, lorsque ce chasseur-cueilleur a décidé de devenir sédentaire et cultivateur. Ça s'est produit quand, pour nous fixer les idées en termes d'échelle de temps, Jean-Jacques Hublin? Alors, ce comportement de prédation, il prédomine jusqu'à la fin du dernier cycle glaciaire. Et puis, au cours des derniers 10 000 ans, de façon hétérogène, à des périodes différentes sur la planète, on va passer à des économies de production, c'est-à-dire l'élevage d'animaux, l'agriculture. Et ça, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Ça va donner une plus grande sécurité alimentaire. Ça permet de faire plus facilement des stocks, si je peux dire. Ça va pousser à la sédentarisation. Et puis, ça va avoir une conséquence démographique très importante. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la fécondité féminine qui se produit à ce moment-là. Donc une augmentation très très rapide des populations humaines. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là qu'Homo sapiens est devenu une espèce invasive, pour reprendre le titre de votre leçon inaugurale au Collège de France, Jean-Jacques Hublin? Alors, il est invasif à divers points de vue. Hein. Vous savez, les espèces invasives sont des espèces qui se retrouvent dans des écosystèmes où ils ne devraient pas être, dans des zones géographiques nouvelles. Donc, c'est un peu le cas d'Homo sapiens qui est sorti de sa zone tropicale et qui, comme d'autres espèces invasives, alors elles qui sont importées par les hommes, dans le fond, a remplacé les autres. Hein. Et puis ensuite, elle est invasive aussi parce que aujourd'hui, les hommes et leurs animaux domestiques, ça représente 20 fois la biomasse de tous les mammifères sauvages. Ah oui, 20 fois. 20 C'est-à-dire fois. Les éléphants, les girafes, les cerfs, les biches, les sangliers, les souris. Tout ça, c'est 20 fois moins que les hommes, les vaches, les cochons, les lapins. Mais sur le plan numérique, il n'y a pas d'autres espèces qui sont en concurrence avec nous? Les fourmis, par exemple? Oui, alors, au sein des vertébrés, il y a quand même encore beaucoup plus de poissons que d'hommes en termes de biomasse. Enfin, sur les continents, et si on se compare à des êtres similaires à nous, des vertébrés, là, la domination humaine, elle est écrasante. Et puis alors, Homo sapiens a effacé, mais alors pas complètement, vous allez nous en parler, Néandertal. Oui, alors il a commencé à pénétrer donc hors de la zone tropicale dans les moyennes latitudes, là où avaient toujours vécu Néandertal et les À quelle époque? Denisovien. Alors ça commence vers entre 50 et 45 000. À 44 500, on a un Homo sapiens qui est en Sibérie occidentale à 57 degrés de latitude nord, donc très très loin de l'Afrique. Et donc, c'est un processus qui est beaucoup plus long que ce qu'on croyait. Ça dure plusieurs années. Il y a des interactions entre tous ces groupes. Mais à la fin, c'est quand même les sapiens qui remplacent et absorbent les populations locales. Et ça se produit pas seulement en Europe, ça se produit partout. Donc c'est vraiment des caractères liés à l'espèce sapiens qui explique ça, et pas des causes locales, le climat, les rayons cosmiques ou Dieu sait quoi. Alors quel est l'avantage concurrentiel des Homo sapiens sur les Néandertaliens, Jean-Jacques Hublin?
c'est un sujet éminemment, j'allais presque dire politique, hein. Il faut être très prudent quand on parle de Néandertal. Aujourd'hui, on est assez facilement accusé de paléoracisme. Mais moi, personnellement, je pense que c'est cet accent plus marqué qui est mis sur la complexité sociale, sur la création de réseaux qui vont très au-delà de groupes locaux, hein. Mais ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire qu'on ne peut pas évoquer une spécialisation, je ne sais pas, par exemple, dans le langage, dans les capacités à la course pour la chasse et la cueillette, bref. Est-ce qu'il est possible de dire, par exemple, que Homo sapiens, tout simplement, eh bien, faisait mieux que Néandertal ? Je pense qu'il faisait mieux, justement, dans le domaine de l'interaction sociale. Et donc le Donc langage... pas dans le domaine de ses capacités individuelles. Non, je pense pas. Je pense que c'est en tant que groupe, hein, qu'il a connu le succès. Et alors, donc c'est plus une réussite sociale que physique. Je pense. Ah oui, physiquement, je pense que les Néandertaliens s'en tiraient très très bien. Mais on voit par exemple dans le génome des hommes actuels, on a des déserts d'ADN néandertalien, c'est-à-dire des endroits du génome où il n'y a jamais d'ADN néandertalien, parce que la sélection naturelle l'a éliminé assez vite. Et en particulier, il y a un gène dont on a beaucoup parlé, qui est le gène FOXP2, dont on sait quand il est endommagé que ça a un effet sur la capacité à parler. Eh bien, le gène FOXP2 des sapiens et des Néandertals est identique, mais ce qui entoure ce gène, eh bien, là, c'est un désert d'ADN néandertalien. Donc, ça veut dire que c'est la mise en œuvre de ce gène, probablement, qui est différente dans les deux groupes. Il nous reste 2% d'ADN néandertalien, à peu près. On continuera d'évoquer ces 2%. Et puis, la matière manquante aussi, si on recompose l'ADN de Néandertal, qu'est-ce qui, aujourd'hui, a été perdu? Vous nous expliquerez ce qui reste à trouver, bref, aussi les énigmes qui demeurent sur Homo sapiens. Je rappelle que vous donnerez jeudi prochain à 18h votre leçon inaugurale au Collège de France. Jean-Jacques Hublin, vous êtes professeur de paléoanthropologie et on se retrouve donc dans une vingtaine de minutes parce qu'il est 8h sur France Culture. Nous sommes en compagnie du paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin. Vous ferez jeudi prochain à 18h votre leçon inaugurale au Collège de France. On vous doit un grand nombre de découvertes et notamment le plus ancien Homo sapiens découvert au Maroc avec une équipe de confrères. Vous avez réussi donc à dater et à remonter l'origine d'Homo sapiens. Il aurait voté pour qui, Homo sapiens d'ailleurs, Jean-Jacques Hublin? Les Homo sapiens ne sont pas d'accord. Mais blague à part, on peut voir quand même les questions qui nous agitent aujourd'hui comme, dans le fond, le prolongement d'une tendance sur le long terme, hein, une tendance lourde dans notre espèce, qui est celle, dans le fond, d'essayer de maximiser les bénéfices pour le groupe. Et c'est probablement ça qui a fait le succès de notre espèce, c'est-à-dire, dans le fond, le succès de groupes plutôt que d'individus. Homo sapiens, puisqu'il était question de sécurité dans le billet politique de Frédéric Sayce, Homo sapiens était plus violent que nous ne le sommes à l'origine, je veux dire? Alors, en fait, ça dépend de quelle violence on parle. Il y a la violence réactive, hein, celle qui fait que les gens se fichent un coup de poing dans la figure un soir où ils ont bu un peu trop. Alors ça s'est considérablement réduit dans notre espace. Par contre, la violence proactive, c'est-à-dire on se réunit le soir pour discuter de comment on va exterminer les voisins, on est assez bon à ça, hein. Alors pour la violence réactive, il y a un certain nombre de chercheurs, hein, qui défendent un modèle d'autodomestication de notre espèce, c'est-à-dire dans le fond
de primauté donnée à la communication, à la relation, sur la dominance, la violence, l'intimidation, avec des conséquences sur notre comportement, bien sûr, mais aussi sur notre morphologie. Et on se sert pour ça, dans le fond, de ce qu'on observe dans les espèces domestiques que les hommes ont domestiquées, où on voit des changements morphologiques qui sont aussi présents dans notre espèce au cours des derniers 150 000 ans. C'est-à-dire ? Par exemple, la réduction de la face, de certaines superstructures faciales qui existent chez tous les autres hominines, mais qui se réduisent considérablement chez les hommes actuels. Donc on voit ça comme le résultat de cette autodomestication, avec peut-être aussi une composante de sélection sexuelle. Les femmes, celles qui veulent se reproduire avec un homme, aiment bien les visages masculins, mais pas trop. Donc il y a des signaux qui aussi traduisent... Par exemple, comment le savez-vous, Jean-Jacques Hublin ? Il y a une quantité d'études là-dessus, c'est-à-dire qu'on est très très fort à détecter des signaux dans les expressions, même dans la morphologie. Et donc voilà, c'est-à-dire à conférer une signification au visage ? C'est-à-dire qu'on se rend compte que les êtres humains des deux sexes sont plus attirés par certains types de visages que d'autres. Alors il y a des choses très générales. On aime bien les visages moyens, on aime bien les visages symétriques. Les hommes aiment bien les visages plutôt juvéniles quand il s'agit de femmes. Et il y a des études comparables. Et on essaie de faire ça de façon transculturelle pour voir qu'est-ce qui est en fait, j'allais dire, prévalent dans l'espèce. Et on a détecté un certain nombre de choses de ce genre-là. Donc il y a des signaux morphologiques qui peuvent indiquer, par exemple, une tendance violente chez un individu, pas seulement de la force ou de la masculinité, mais quelque chose qui va au-delà de ça. Et donc, si ce mécanisme se met en œuvre, sur le long terme, ça aboutit à un vrai changement de la morphologie faciale d'un sexe ou dans l'autre. Et oui, parce que alors, vos études et vos travaux, Jean-Jacques Hublin, ont notamment consisté à partir de fossiles, c'est-à-dire de parties de l'anatomie d'Homo sapiens, puisque inutile de dire que généralement, les traces que vous avez découvertes étaient relativement réduites. Une dent, par exemple, ça permet de recomposer une partie de ce qu'était notre ancêtre. Expliquez-nous comment vous faites et comment, à partir d'une simple dent, on peut savoir à quoi ressemble un être humain. Alors, on ne peut pas savoir à quoi ressemble un être humain à partir d'une seule dent. Évidemment, la dent, elle peut nous servir à l'identifier morphologiquement et donc à le relier à un groupe de fossiles qu'on connaît beaucoup mieux. Alors, les dents sont très intéressantes parce que c'est une partie du squelette qui n'est pas remaniée au cours de l'existence. Et donc, les dents, si je peux dire, fossilisent un certain nombre d'informations sur la croissance, la vitesse de croissance, et aussi des signaux chimiques qui nous disent des choses, par exemple, sur le régime alimentaire au cours de la vie, les déplacements de l'individu dans le paysage. Donc c'est vrai que quand on met en œuvre toutes ces techniques, c'est surtout de la chimie en fait, on arrive à tirer énormément d'informations, d'une seule dent. Et donc de la chimie, de la reconstruction, ça veut dire que aujourd'hui, les différents vestiges dont nous disposons, ils nous permettent de savoir quoi avec certitude, Jean-Jacques Hublin, sur cet Homo sapiens ? Alors, ce qui a vraiment fait avancer énormément les choses, c'est l'irruption de la paléogénétique. Donc, le site que nous avons étudié là, ces dernières années en Bulgarie, c'est un site où on a identifié les plus anciens Homo sapiens, alors là, dans les moyennes latitudes de l'Europe. Alors, les plus anciens, donc il faut redonner des échelles de temps. Oui, donc, alors, 7 millions d'années, c'est l'apparition. Est-ce qu'on peut déjà, d'ailleurs, parler d'hommes il y a 7 millions d'années ? Pas vraiment, non. Si on a plutôt affaire à... On est juste après la divergence entre la lignée qui mène aux chimpanzés et puis celle qui mène à nous. Et l'Homo sapiens, c'est 500 000 ans ? 300 000, pour ceux qu'on connaît pour l'instant. Et donc ces Homo sapiens qui sont longtemps cantonnés à l'Afrique,
de temps en temps, vont sortir dans le quart sud-ouest de l'Asie, au Proche-Orient. Mais à partir de 50 000 ans, ils commencent à se disperser, à se répandre dans les moyennes latitudes, de plus en plus haut. Et là, ils vont être en contact avec les hommes de Néandertal, les Denisoviens en Asie. Donc ces premiers Homo sapiens d'Europe, on les a identifiés en fait avec des méthodes biochimiques. Ce sont des tout petits fragments d'os, pas vraiment des pièces de musée très spectaculaires. Mais on peut tirer énormément d'informations de ces fragments. On extrait de l'ADN, on les date directement. Et cet ADN, par exemple, nous dit que ces hommes ont été en contact quasiment direct avec des Néandertals, avec lesquels ils sont un petit peu hybridés. Ils nous disent des choses aussi sur leur relation avec les populations actuelles. Et pour le coup, ces plus anciens, ces pionniers de la colonisation des moyennes latitudes, n'ont pas laissé de descendance en Europe. Ils ont été remplacés par d'autres populations, mais ce n'est pas le cas en Asie, par exemple. Alors, l'une des découvertes que vous avez faites, Jean-Jacques Hublin, ce sont donc les origines africaines de ces hommes, des hommes modernes. Comment vous y êtes-vous pris ? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que est-ce que ça signifie que finalement l'homme est né à un endroit et à un endroit seulement ? Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert les origines africaines de l'homme actuel. C'est le résultat d'un effort de nombreux chercheurs, des paléontologues, des généticiens. Donc, disons, à partir des années 80, c'est imposé, dans le fond, l'évidence que tous les hommes actuels descendent de forme africaine. Mais alors, on a longtemps cru que c'était un phénomène qui avait eu lieu dans une petite région d'Afrique. On appelait ça le jardin d'Éden. On parlait d'Ève africaine. C'était très biblique comme vocabulaire. Et puis, une apparition soudaine, je dirais adamique. Alors, nos découvertes au Maroc, en fait, ce qu'elles ont produit comme effet principal, c'est de faire voler en éclats ce modèle. C'est-à-dire que cette apparition de l'homme dit moderne, premièrement, c'est un phénomène panafricain, et puis ensuite, c'est un phénomène très progressif qui court sur plusieurs centaines de milliers d'années, avec des modifications tout au long de cette période. Panafricain, ça veut dire qu'à une époque donnée, il y a dans plusieurs endroits d'Afrique un Homo sapiens qui aboutit à sa forme définitive, si j'ose dire. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, des Homo sapiens très primitifs, comme celui de Djebel Irhoud du Maroc, il y a 300 000 ans, il y en a probablement dans différentes régions d'Afrique. Et ces populations africaines, elles sont tantôt séparées, et donc quand elles sont séparées, chacune de leur côté, elles accumulent des mutations génétiques favorables ou des innovations techniques. Et puis quand elles sont connectées entre elles, parce qu'il y a des changements climatiques, environnementaux et démographiques, là, il va y avoir un échange, une diffusion de ces innovations. Et donc, c'est par une espèce d'incrémentation que progressivement, on arrive à quelque chose qu'on appelle l'homme moderne. Et alors, ça veut dire que l'expression, par exemple, de berceau de l'humanité n'est pas excessive. Parce que c'est un berceau de la taille de l'Afrique. Donc oui, c'est un grand berceau. C'est un grand berceau. C'est un grand berceau, mais ça veut dire que l'homme de Lascaux, qu'on retrouve donc de nombreuses années plus tard, puisque Lascaux, on est en moins 30 000, donc et il y a 460... Moins que ça. 17 000. Oui, c'est plutôt par là. Chauvet, c'est 30 000. Mais plus que ça. Bon, enfin, on ne va pas discuter des dates. Alors, donnez-moi les dates, parce que sinon, en termes d'échelle de temps, on va avoir des difficultés à s'y retrouver. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut considérer qu'on a affaire aux petits-enfants de cet homme qui est né en Afrique, Jean-Jacques Absolument, Hublin. Oui. C'est-à-dire que... il y a un remplacement de tous les hominines qui étaient présents en Eurasie par des populations d'origine africaine. Alors encore une fois, c'est un remplacement avec des fuites, puisqu'on a un tout petit peu d'ADN néandertalien ou dénisovien. On l'avait évoqué il y a quelques minutes, 2% d'ADN
néandertalien chez les Homo sapiens, mais lorsqu'on reconstitue toutes ces parties-là d'ADN de Néandertal, parce qu'on n'a pas les mêmes portions d'ADN, eh bien, il y en a une bonne partie qui manque. Jean-Jacques Hublin, expliquez-nous laquelle et qu'est-ce que ça signifie pour vous, paléoanthropologue? C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut dire qu'on s'est rendu compte depuis peu que, en fait, les espèces étaient beaucoup moins isolées du point de vue reproductif que ce qu'on avait cru. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses espèces qui échangent du matériel génétique avec des espèces voisines, tout en maintenant leur intégrité, c'est-à-dire sans fusionner, si je peux dire. Et ça s'est produit entre Sapiens et Néandertal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les 2% d'ADN néandertalien que tous les Européens actuels portent en moyenne, eh bien, tous ces 2% mis ensemble ne représentent que 40% du génome néandertalien. Et donc ça veut dire que la sélection naturelle a éliminé, a purgé notre génome, et pas de façon aléatoire, de façon vraiment sélective, justement, d'une grande partie de ce génome. Et on sait justement, grâce à ces fossiles bulgares de Bachokiro qui ont 46 000 ans, que cette sélection, elle se produit de façon assez brutale en quelques générations. Et donc, il y a des parties du génome néandertalien qu'il n'était pas bon d'avoir. Et donc, ces déserts d'ADN néandertalien, c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier parce que ça nous dit quelque chose sur, dans le fond, ce qui fait la différence entre Sapiens et Néandertal. En particulier, on voit que tout ce qui est lié à... Alors, ce n'est pas vraiment les gènes, mais c'est l'expression des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans le développement cérébral initial. Ça sont des régions du génome où, en gros, on n'a pas gardé grand-chose de Néandertal. Mais à côté de ça, il y a des petits bouts d'ADN qui peuvent être, j'allais dire, utiles, en particulier, par exemple, dans les systèmes immunitaires. Eh bien, ces populations africaines qui arrivaient dans des régions nouvelles pour elles, où il y avait par exemple des pathogènes qui leur étaient complètement étrangers, eh bien, si elles se sont hybridées avec des populations locales, eh bien, la sélection naturelle a immédiatement fixé ce qui pouvait être bénéfique dans cette introgression. D'ailleurs, les épidémies, puisque je crois, je ne sais plus très bien pourquoi, mais je crois qu'il y en a une dans l'actualité en ce moment, en Jean-Jacques Hublin. D'ailleurs, il y en a une, soit en passant, pour laquelle il n'est pas très bon d'avoir un certain bout d'ADN néandertalien qui favorise l'infection au Covid. C'est ce que j'ai cru lire, et ça, on l'explique comment, Jean-Jacques Hublin? Il n'y a pas de bon gène, en fait. Il n'y a pas de bon ADN. C'est-à-dire qu'une partie du génome, elle va être sélectionnée positivement ou négativement en fonction des circonstances. Et donc, à un moment donné de notre évolution, et compte tenu des circonstances du moment, eh bien, une partie comme celle-là a pu être sélectionnée positivement parce qu'elle offrait un avantage. Et voilà, 40 000 ans plus tard, avec la Covid, c'est plus un avantage, c'est un inconvénient. Et donc, voilà, on en paye le prix beaucoup plus tard. Pourtant, le raccourci que je vais faire va être audacieux, mais si on considère que la Covid vient des animaux, la proximité des animaux avec Homo sapiens et Néandertal était quelque chose de beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui. Ah non, justement. Alors, on a des maladies comme la tuberculose, par exemple, dont on sait qu'elles ont une origine très, très lointaine chez des chasseurs-cueilleurs. Mais en fait, vraiment, l'explosion, si je peux dire, des maladies épidémiques, c'est avec le néolithique. C'est-à-dire, les hommes vivent non plus trop au contact d'animaux sauvages, mais d'animaux domestiques en grande quantité. Et donc, on a tout un système d'aller-retour de pathogènes entre les animaux domestiques et les hommes. Et c'est la source des grandes épidémies qu'on connaît. Au néolithique, on a déjà des épidémies de peste. Alors là, ce n'est pas un animal domestique, c'est le rat. Mais le rat, il est là justement parce qu'il y a des stocks de grains, donc tout ça c'est lié quand même à l'économie humaine. Et donc la sédentarité, ça a quand même été une vacherie pour l'espèce humaine.
Une vacherie, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue des épidémies, du point de vue du fait que ça a augmenté notre temps de travail. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que les épidémies, ça ne dure pas toujours. On ne connaît pas d'épidémie qui ne se soit pas arrêtée. Donc, si on peut donner un message d'espoir ce matin, c'est que vous ayez raison. Ça finira par finir. Et justement, si on prend le régime d'Homo sapiens, la manière dont celui-ci avait de se nourrir, bref, la manière dont tout ceci a évolué, qu'est-ce que l'on sait à ce sujet, Jean-Jacques Hublin ? C'est-à-dire qu'on passe de une alimentation de chasseurs-cueilleurs où il y a évidemment une extraction d'énergie de l'environnement parce qu'on chasse des animaux, puis on cueille aussi des fruits, des champignons, on collecte du miel, etc. Puis alors on va passer à des économies de production avec beaucoup de céréales. Et là, en fait, on a une sorte de dégradation du régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on gagne en sécurité, mais c'est vrai que manger de la bouillie de céréales ou des galettes, c'est moins bien que de manger ce que mange un chasseur-cueilleur. Et d'ailleurs, on a une réduction de taille des individus au néolithique. D'ailleurs, on a même une réduction de la taille du cerveau, pour tout dire, au cours de périodes très très récentes de l'évolution humaine. Mais vous nous avez expliqué aussi que c'était une manière de mieux gérer la dépense calorique. Oui, mais c'est vraiment quelque chose d'intriguant, c'est-à-dire comment on maintient des capacités cognitives élevées sans augmenter le cerveau, et même récemment en le réduisant un petit peu. Donc malheureusement, on n'a pas de cerveau fossile, mais c'est une question qu'on creuse beaucoup, évidemment. Mais ces capacités cognitives, elles étaient essentiellement utiles auparavant dans le maniement d'outils, dans la création de liens et d'organisation sociale, Jean-Jacques Hublin ? Oui, moi je pense que, encore une fois, cette notion de complexité sociale, et puis aussi de contrôle des motivations, des émotions, beaucoup de choses qui sont dans le domaine du relationnel, c'est quelque chose que, évidemment, il est difficile de reconstituer quand il s'agit de préhistoire, mais qui est probablement très important. Alors, une chose quand même qui est souvent mise en avant, c'est que un chasseur-cueilleur d'il y a 25 000 ans, Cro-Magnon, dans le fond, chaque individu doit posséder énormément de connaissances et de capacités, alors que dans les sociétés modernes très récentes, avec une très grande division du travail, avec une très grande structuration sociale, dans le fond, même si collectivement les sociétés modernes sont beaucoup plus efficaces du côté de la technologie et même de la complexité sociale, en même temps, individuellement, et surtout avec le stockage de notre mémoire à l'extérieur, eh bien, dans le fond, peut-être qu'on peut se contenter d'un cerveau un petit peu plus petit et réussir aussi bien collectivement. Mais alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, que ce cerveau, le langage était déjà largement utilisé ? Est-ce que l'on sait comment il était maîtrisé, utilisé, Jean-Jacques Hublin ? Alors, le langage, évidemment, ça ne se fossilise pas. Mais, évidemment, pour des périodes récentes de la préhistoire, ce qu'on voit surtout, c'est que, par exemple, l'art paléolithique, c'est quelque chose qui suppose un langage complexe comme le nôtre, c'est-à-dire pas seulement parler d'ici et maintenant, mais parler de ce qui a existé, de ce qui existera, de ce qui n'existe pas. Et on a par exemple des représentations d'êtres imaginaires. Et je pense que c'est très important parce que ça rejoint cette notion de mise en réseau des individus, parce que ces mythologies, ces croyances, eh bien, c'est quelque chose qui unit les groupes très au-delà du cercle des gens qu'on connaît, et qui nous rend solidaires d'inconnus qui partagent avec nous la même langue, les mêmes croyances, la même religion. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est tout à fait décisif dans l'évolution humaine récente. Vous nous avez parlé de ce que l'on savait. Qu'est-ce qui nous reste à découvrir, Jean-Jacques Hublin ? Quel pourrait être un programme de recherche avec les principales questions aujourd'hui que vous vous posez au sujet donc d'Homo sapiens ?
Alors, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. D'abord, on a encore beaucoup de travail de terrain à faire pour trouver d'autres fossiles. Je parlais de l'Asie tout à l'heure. Il y a des régions entières d'Asie pour lesquelles, dans le fond, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On voudrait connaître le mécanisme de remplacement des populations archaïques locales. On sait que ça a duré très longtemps, que c'est un phénomène beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on a imaginé. Puis alors, du côté de la génétique, dans le fond, on a appris énormément de choses de la paléogénétique, du point de vue de l'histoire de toutes ces populations. Ce qui reste devant nous, c'est vraiment de mettre en relation le génome avec des caractères précis, que ce soit des caractères anatomiques ou des caractères comportementaux. Et alors, au-delà donc de ces questions-là, lorsque l'on prend donc la génétique des populations, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès récents dans ce domaine-là, est-ce que ça pourrait nous apprendre un certain nombre de choses supplémentaires sur la manière dont Homo sapiens, Néandertal, des questions, et je le dis très sérieusement, qui aujourd'hui ont une portée politique importante? Oui, bien sûr, étudier l'évolution humaine, ce n'est pas un sujet neutre. Ça nous dit quelque chose sur notre identité et sur nos relations avec la nature, avec d'autres créatures. On apprend beaucoup de choses de la génétique des populations actuelles sur le passé. Mais évidemment, c'est important aussi d'avoir des informations sur les populations qui n'existent plus. Mais dont on peut, encore une fois, analyser le génome à travers des restes fossiles. Bon, ça vous laisse encore beaucoup de travail, Jean-Jacques Hublin. Jeudi prochain, à 18h, vous prononcerez votre leçon inaugurale au Collège de France intitulée « Homo sapiens, une espèce invasive ». On a été envahi par des Homo sapiens dans ce studio.